La caution requise pour les élections législatives cette année sera de 20 millions d'AGH, selon la décision du dernier conseil du gouvernement. Une telle décision risque de favoriser la corruption et l'abus de pouvoir selon les politiciens et les OSC. Le procès de Harry Laurent Rahadasson, Tiroli Mercia, a été reporté au 15 mars et les juges ont rejeté sa demande de libération sous caution en attendant cette date. Dans l'actualité internationale, l'opposant politique russe Alexei Navalny est mort, ont annoncé vendredi les services pénitentiaires de la région de Yamal-Nenets, où il avait été transféré en décembre pour y purger sa peine de prison. L'opposant le plus célèbre du président russe Vladimir Poutine purgeait une peine cumulée de 30 ans de prison pour une série d'accusations qui, selon lui, ont été fabriquées de toutes pièces pour le réduire au silence. La caution requise pour les élections législatives cette année sera de 20 millions d'AGH, selon la décision du dernier conseil du gouvernement. Cette caution était de 5 millions d'AGH en 2018. La Commission électorale nationale indépendante avait initialement proposé de la doubler à 10 millions d'AGH, proposition vivement critiquée par plusieurs forces vives du pays. Malgré ce, le gouvernement a décidé d'augmenter cette caution de 4 fois par rapport à 2018, la portant ainsi à 20 millions d'AGH. Selon les explications, il s'agit clairement d'une forme d'exclusion des patriotes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour se porter candidat à cette élection. En plus de l'exclusion, cette décision démontre que le gouvernement est confronté à des difficultés financières et tente de combler ces lacunes causées par la mauvaise gouvernance par le biais des élections. Une telle décision risque de favoriser la corruption et l'abus de pouvoir. Pour les organisations de la société civile, il est évident que la CENI n'est pas indépendante. Elle se conforme simplement aux volontés du gouvernement et les raisons justifiant cette augmentation du coût de la caution ne sont pas clairement établies. Les raisons de cette augmentation doivent être clairement expliquées. De cette manière, la question de l'utilisation réelle de cet argent ne se posera plus. Quels sont les calculs qui ont conduit à déterminer que cette caution doit être de 20 millions d'ariars et non un autre montant? Pour nous, cette décision risque d'exclure la participation des femmes et des jeunes à cette élection. Quel type de personne peut se permettre de payer cette caution de 20 millions d'ariars? Les élections ne devraient-elles pas être accessibles à tous, indépendamment de leur situation financière? Les réactions à cette augmentation de la caution pour les élections législatives sont variées. Certains affirment que si le gouvernement prétend avoir le pouvoir de faire ce qu'il veut, il devrait alors nommer directement les députés afin d'éviter un simulacre d'élection. D'autres se demandent si les dirigeants se rendent compte que la gouvernance d'un pays nécessite des balises et un suivi pour évaluer les actions réalisées et celles à entreprendre. Il souligne également que si la situation actuelle persiste, seule une couleur politique sera représentée à l'Assemblée nationale, qui est pourtant le symbole de la démocratie, à savoir la couleur du régime en place. Les partis politiques et les organisations de la société civile sont d'accord pour souligner que la prise d'une telle décision devrait impliquer une consultation des parties prenantes, conformément aux principes d'un pays démocratique. Harry Laurent Rahadasson, Tiroli Mercia, a comparu à nouveau devant le tribunal aujourd'hui. Selon son avocat, il a interjeté appel du nouveau verdict le condamnant à une peine de 30 mois de prison, en plus des 44 mois déjà purgés. Cependant, le procès a été reporté au 15 mars et les juges ont rejeté sa demande de libération sous caution en attendant cette date. Si les charges qui ont entraîné cette nouvelle peine de 30 mois étaient justifiées, la loi stipule que c'est la peine la plus lourde doit être appliquée. Ainsi, ces 30 mois auraient dû être inclus dans la peine initiale de 44 mois. À l'époque, Mamra Vatmang avait porté plainte pour mon client devant le tribunal de première instance pour dénonciation abusive et faux témoignage dans l'affaire soumise au parquet national financier où Mamnien Ravatmang était poursuivi par la justice française. Rappelons que Tiroli Mercia a été condamné à 30 mois de prison et à une amende de 2 millions d'AGH dans le cadre de l'affaire du pôle national financier. Cette condamnation a été prononcée en février 2023, une décision qui n'avait pas satisfait sa famille et qui a été portée en appel auprès de l'instance supérieure.
Cependant, malgré plusieurs réductions de peine successives, sa peine initiale de 44 mois devait finir au début de l'année 2023, mais il n'a pas été libéré selon son avocat. Maintenant, il risque d'écoper de 30 mois supplémentaires selon la décision qui sera rendue le 15 mars. 10 personnes ont perdu la vie et 8 sont portées disparues à la suite des récentes fortes pluies qui a causé la montée des eaux, selon le rapport provisoire du BNGRC vers 17h cet après-midi. Au total, 5615 personnes ont été sinistrées, réparties dans 2056 ménages et 1692 ont dû être déplacées. On dénombre 1910 maisons inondées et 10 maisons totalement détruites. De plus, le toit de 25 salles de classe a été arraché, 41 autres ont été endommagées et 40 salles de classe ont été complètement détruites. En outre, 49 hectares de rizières ont été inondés. Le centre de météorologie a annoncé que le cyclone Chungu ne toucherait pas Madagascar. Cependant, on observe une formation nuageuse au centre-est de l'île, ainsi qu'une autre au nord qui intensifiera les précipitations à Madagascar. Ces précipitations devraient se poursuivre dans de nombreuses régions de l'île et elles pourraient atteindre 40 à 100 mm en 24 heures dans certaines zones. Une quinzaine de personnes ont été arnaquées par une organisation qui prétendait pouvoir envoyer des personnes travailler et étudier au Canada. Ces individus ont vendu des terres et d'autres biens, contracté des emprunts, voire même rompu des liens conjugaux pour réunir les fonds exigés par cette organisation. Les escroqueries ont eu lieu entre 2019 et 2023 et chaque victime a versé à cette organisation une somme allant de 1 million à 70 millions d'ariary. J'ai entendu parler d'eux grâce à une connaissance partageant le même objectif que moi. J'ai été attiré par cette organisation car elle prétendait préparer un visa de résident permanent pour le Canada. Cependant, elle n'acceptait pas de traiter de dossier sans paiement préalable. J'ai donc versé $2200 pour la première étape. Malheureusement, cette première étape ne consistait qu'en une simple évaluation comparative de diplôme et pas grand-chose de plus. À partir de ce moment-là, leur véritable intention a commencé à se révéler, car lorsque j'ai essayé de suivre l'avancement de la procédure, les responsables n'avaient pas de réponse satisfaisante et demandaient toujours plus de temps. Pour payer cette somme, j'ai dû utiliser toutes mes économies et emprunter de l'argent à mes proches. Nous avions vraiment espéré pouvoir partir, mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Selon les informations recueillies, un Malgache résidant au Canada serait le responsable de cette arnaque. Il a réussi à piéger de nombreuses personnes en sachant convaincre ceux qui aspirent à venir au Canada de payer à l'avance. Certains des escroqués ont déposé plainte et les autorités ont réussi à arrêter les responsables à l'aéroport d'Ivatu. Selon les explications, outre les individus agissant seuls, des familles entières ont également été victimes de cette escroquerie. Les parents avaient l'intention de travailler à l'étranger, espérant ainsi offrir à leurs enfants une meilleure éducation grâce aux revenus espérés. Ils ont investi de l'argent dans les formalités administratives, mais ont finalement été trompés. L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Les victimes ont exhorté une application stricte de la loi contre les responsables de cette escroquerie et ont demandé que le processus de restitution de l'argent soit accéléré, comme l'a déclaré leur représentant aujourd'hui. Les droits syndicaux demeurent non respectés à Madagascar et sont violés par les dirigeants actuels. Selon le président de la Solidarité syndicale de Madagascar, les formes de répression à l'encontre des leaders syndicaux qui réclament leurs droits et expriment leurs opinions, comme tous citoyens, persistent et s'intensifient. En effet, au cours de l'année 2023, les leaders syndicaux ont dû faire face à de nombreuses épreuves, en particulier au cours des 3 derniers mois. Certains d'entre eux ont été poursuivis en justice pour avoir défendu leurs droits et exprimé leurs opinions, tandis que d'autres ont été victimes de suspension de salaire et de mutations illégales. En ce qui concerne les revendications, les droits syndicaux ne sont pas du tout pris en compte. Comme nous le constatons actuellement, certains osent même ne pas respecter les ordonnances du tribunal. De nombreux verdicts rendus par la justice n'ont jamais été appliqués. Nous disposons de nombreuses preuves de cette situation,
comme le déblocage de l'argent des fonctionnaires à la retraite, qui a été approuvé par la justice, mais qui, 2 ans plus tard, n'a toujours pas été appliqué. Pourtant, l'application des verdicts judiciaires est l'un des piliers fondamentaux d'un État de droit. Lorsque la justice n'est plus respectée, c'est l'État de droit qui est bafoué. De plus, suite à la décision gouvernementale visant à réduire le nombre de fonctionnaires et à enquêter sur les fonctionnaires fantômes, il est impératif que le ministère concerné fournisse davantage d'informations sur cette décision. Selon le président de la SSM, cette mesure pourrait être une manœuvre visant à exclure les fonctionnaires ayant des opinions divergentes de celles des dirigeants. Leur décision d'identifier et de poursuivre les fonctionnaires fantômes comporte des aspects positifs. Cependant, nous craignons que cette mesure ne soit qu'une manœuvre visant à exclure les fonctionnaires qui ont des opinions divergentes de celles des dirigeants, en particulier pour nous, les syndicalistes. C'est pourquoi nous appelons le ministère compétent à fournir des explications plus détaillées sur les implications de cette décision et sur les intentions du gouvernement dans les médias afin de rassurer les fonctionnaires. La SSM a souligné que les dirigeants actuels manquent de volonté pour assurer une application effective de la loi, ce qui se manifeste par des sanctions injustes qui servent d'exemple. Un exemple récent est celui des dirigeants syndicaux condamnés à des peines avec sursis simplement pour avoir exprimé leurs opinions et exercé leurs activités syndicales. L'association belge Exchange Expertise est de nouveau à pied d'œuvre à Madagascar. Elle intervient dans différents projets et met des experts seniors à la disposition des PME et des coopératives qui en expriment le besoin dans des domaines divers conformément à sa vocation. La présidente de cette association se trouve actuellement à Antananarivo. On a déjà répondu à plusieurs demandes dans le domaine notamment de la coupe-couture. Là, on sait qu'il y a quand même pas mal de demandes au niveau de la standardisation des patrons pour passer d'une couture familiale traditionnelle à une couture de prêt-à-porter qui doit répondre à des standards au niveau des patrons. On a aussi une demande au niveau de l'aménagement des territoires, on a une demande au niveau de tout ce qui était miellerie et aussi au niveau de la télécommunication. Créé il y a une vingtaine d'années, Exchange Expertise, qui s'associe avec des experts seniors bénévoles dans sa démarche, apporte son expertise pour améliorer l'existant afin notamment de permettre à une entreprise déterminée d'améliorer son chiffre d'affaires et de générer des emplois. L'idée, c'est de mettre en relation finalement des petites structures africaines qui, comme je viens de le dire, émettent un besoin d'expertise, un besoin d'éclairage, un besoin d'appui pour développer leurs activités et donc développer l'emploi. Donc notre objectif, c'est vraiment de soutenir des petites structures qui puissent développer davantage leurs activités économiques et à travers ces activités économiques générer des profits, mais aussi générer de l'emploi parce qu'on sait que dans tous les pays du monde, mais y compris en Afrique, l'emploi c'est un problème important. Donc il y a souvent un problème au niveau des jeunes, au niveau des femmes, pas que. L'association Exchange Expertise travaille avec des petites structures de 10 à 80 personnes, légalement constituées dans les pays d'Afrique francophone. Je dirais des structures qui, souvent ce sont des PME, oui, mais ça peut être aussi une coopérative qui peut prouver déjà une certaine activité, un certain succès dans son activité économique, et donc qui existe déjà depuis 2-3 ans certainement, et qui peut fournir un bilan financier. Donc on ne s'adresse pas à l'économie informelle, on s'adresse à l'économie formelle. Exchange Expertise prend en charge les frais de l'expert jusqu'au pays où il doit intervenir, dans le billet d'avion, le visa, l'assurance. En contrepartie, l'entreprise hôte doit héberger et assurer la restauration et le transport de l'expert bénévole durant les 2 à 3 semaines de son séjour.